Quand je reçois le message, je saurai l'identité du processus qui m'a envoyé. Donc, la variable ID, c'est une variable, un paramètre variable. Dans cette variable-là, il y aura l'identité du processus qui m'a envoyé le message. Voilà la procédure. Donc, on aura de cette manière-là la forme générale, ID, comme j'ai dit, et à la réception, ID est affectée de l'identité du processus émis. Alors, l'inconvénient, justement, des deux méthodes, que ce soit symétrique ou asymétrique, donc de manière générale, le direct, c'est la modularité limitée. Ça veut dire quoi? La modularité limitée. Ça veut dire que, comme moi, j'ai créé un grand programme, et dans ce grand programme-là, j'ai des processus qui s'exécutent. Il y a le texte dans un texte processus. Je dirais concurrent, bien parallèle, vous pouvez le voir comme vous voulez, concurrent, moi je dirais, il permet d'exprimer des processus qui s'exécutent de manière parallèle. Alors, donc un programme CSP, il est constitué d'un ensemble fixe de processus. Donc, je dois connaître le nombre de processus séquentiels, non déterministes. Non déterministe, c'est le non déterminisme qu'on a vu un peu dans les systèmes de tâches, dans le sens, un processus, quand il s'exécute, il peut suivre un chemin, il peut suivre un autre, avec les mêmes données d'entrée, il peut suivre des chemins différents, donc il est non déterministe. Et donc, finalement, il peut donner un résultat aussi différent. Mais ces processus-là s'exécutent entre eux de manière parallèle. La communication, justement, il y a une communication, parce qu'il y a plusieurs processus. Ils peuvent communiquer par désignation directe et par rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce désignation directe? On connaît. Je donne le nom de mon correspondant, que ce soit en émission, en réception. Rendez-vous, je vais expliquer cela par la suite. D'accord? Les messages sont typés. Ils ont un type. Type entier, type structure. Dans la structure, il y a des types aussi à l'intérieur, des sous-types, etc. Donc, l'émetteur et les récepteurs, pour qu'ils puissent communiquer, il faut que les types de messages soient les mêmes. D'accord? Sinon, ils ne peuvent pas communiquer. Il y aura une erreur. OK? Bon, la communication entre deux processus, comment ça se fait? Voilà. Donc, on utilise le point d'exclamation pour dire que j'envoie un message M. Je l'envoie à Q. J'envoie M à Q. Voilà, c'est clair. De cette manière-là. Hein? Vous m'entendez? Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend? Votre délégué est là? N'est pas là le délégué? Oui. Vous êtes là? Oui, monsieur. Ah, c'est rare de vous entendre à distance. C'est vraiment rare. OK. شوف ولدي ابعث لي un email قلت لي على le TP. OK. Bon, Oui, le TP, moi aussi, foncé pour faire le test de TP. Alors, dire si la fin de séance, إذا ما تعبتش بالك عندكم une séance après les deux séances تبعنا عندكم. مسيو نهار ثلاثة نديرو اونجلي. تسمى إذا حبيت نديرو نهار ثلاثة. Aujourd'hui, اسمح لي ولدي اسمح لي. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une séance après les deux séances de cours? عندكم une وي séance وي ولا لا؟ كاين. OK.
Parce que j'ai pensé, quand je vais me connecter, jouer à 4:30 ou 5 غير ربع pour ceux qui veulent faire le test. Je vais prendre quelques 2-3 binômes هكذا qui n'ont pas fait le test. نهنيهم نتهنى منهم et on va travailler de cette manière là au fur et à mesure parce qu'on ما عندناش حل واحد اخر وليك تشوف الظروف كيفاش تبدلوا subitement d'accord il n'y a pas de présentiel etc donc c'est pas évident ok alors pour l'examen j'ai bien réfléchi, on va exploiter notre TP pour le TP. Donc, on ne va pas faire l'examen en TP la semaine prochaine, Inch'Allah. OK, donc on fait TP. OK, monsieur le délégué? D'accord, monsieur. Okay. On fait TP, donc on le clic, on dit TP. Puis le cours de, la partie cours et TD, donc on va faire cours et TD parce que c'est à distance, on n'a pas le choix. OK? Par contre, on va réfléchir après les vacances. Donc, عندكم الزهر خليكم après les vacances, mais moi j'aurais aimé que ça soit avant. باش تنقصوا عليكم شويه داكور مي الظروف هاي الظروف كنت تشوفوا لا داكور دونك ابري لي فاكونس ان شاء الله شوف ولدي ابري لي فاكونس وقتاش عندنا لي سيونس اون بريزونسيال لا بروميير ولا دوزيام سيمين مانيش سير نسقسي ورد الاخبار لا دوزيام واقيلا لا دوزيام سيمين لا دوزيام سي لا دوزيام سيمين دونك عندنا زوج حلول يا في الكور تيدي تاع لا دوزيام سيمين نديروا ليكزامان تاعنا ولا سي جاريف اتروفي اون سال وين نقدروا نديروا في هذيك لا دوزيام سيمين وين انتم فوزات ليبر اون برون 2 heures ولا باسكو سي 45 مينوت ماكسيموم بور شاك سيون 45 دونك 1 heure et demie ونديروا ليكزامان تاعنا جوري ايمي ما نضيعوش الوقت تاع الكور والتي دي مي بار ديفو اذا فريمون ما لقيناش سي سكون فا دونك اون برون لو ميركودي هذاك تاع ديرنيير سيمين ونديروا فيها لو تيست تاعكم لو تيست اللي بريباري راه واش داكور بيان مانتنون بور لي تي بي دونك متفاهمين خلاص ليكزامين متفاهمين سي بون دونك سي ابري لي فاكونس لا دوزيام سيمان اذا لقينا انصال قبل ولا اون سو كونتاكت انا وياك ثاني نلقاو الحل اذا ما لقيناش الحل بون اون فرا بار ديفو في لا سيونس نتاعنا اون بريزونسيال والسلام عليكم اوكي دونك سا سي بور لي زيكزامان maintenant pour le TP bien entendu la semaine prochaine on aura un TP est-ce que le groupe اللي يجي la semaine prochaine un ou deux جروب 2 مسيو c'est le groupe 2 اللي يجي معايا donc groupe 1 la fois passée Eh, vous êtes sûr? Sûr et certain. Oui, monsieur. Eh, donc c'est le groupe 2. Groupe 2. Voilà, معليش groupe 2. Alors, donc قول لصحابك donc c'est le groupe 2 باش ما يشراوش ماشي. فكرت عبسة الجروب اللي بون هذه سمعنا كيما قالت لنا دحمان درنا سيكسيون كومبلي ما كاين اللي جازهم جروب 2 السمانة الجاية جروب 2 برك. شوف ولدي شوف هي نورمالمون دركا لي جروب لا سمان باسي قبل السمانه هذه كملنا لي جروب اون ايتي الجروب 2 دونك سي بون درنا لو راوند جروب 1 جروب 2 جروب 1 جروب 2 كملنا السمانه هذه نورمالمون سيتي الجروب 1 بصح حنا قرينا لي دو جروب قرينا جروب 1 قرينا جروب 2 سي بيان سا سا فو دير كو لا سمان بروشين اون ريبرون ا زيرو يا جروب 1 في جروب 2 بون مي ما يهمش انا يجيني الجروب 1 ولا يجيني الجروب 2 انا جي با دو بروبليم اللي يجيني اللي يحب مرحبا اوكي مي برك مادام الاخرى تفاهم معاها وقول لي اسكو هي فابروندر لو جروب 1 ou bien prendre le groupe 2 دونك كي تدي واحد انا الاخر يجي عندي والسهل اوكي اون في كوم سا داكور مسيو والجروب اللي ما يقراش وين تايبريزونتي جو في فير مون بوسيبل باش نفيكسي لكم هكذا فير فين جورني واحد سويعه ولا 3 كاردور ولا جو فوز انفوا افونس نقول لكم سو كي بيف سو كونيكتي qui sont prêts pour le TP نديروا لو تيست نتاعهم نديروا هكذا كل يوم شويه نسلكوا حوالنا جو بونس اون بو فير دو سيت مانيير اليوم راني نقول لكم على فين لا سيونس نقول لكم على فين لا سيونس اسكو جو بو سي جو با فاتيغي سو كي فول ماتنون اذا تعبوا اكسيتيرا ما حبش يسكونكت انا ماشي مشكل اوكي مي سي ماذا بينا نسلكوا صحيت نسلكوا نتهناو بشويه كل مره 2 3 4 بينهم et ça ira, je l'espère. Et sinon, on trouvera des solutions. OK? D'accord, oui. Très bien, متفاهمين يا أخي؟ صح تولي. Aïe, on continue. On continue. Donc, communication sur les aspects, CSP, pardon. L'envoi de message, c'est comme ça. J'envoie à Q le message M, c'est point d'exclamation en plus. Alors, pour la réception, on fait un point d'interrogation. Donc, je reçois 2 P.
Moi, je suis quelqu'un, je suis processus PI. Je reçois de monsieur P un message que je vais mettre dans N. Voilà, que je vais mettre dans une variable N. M est rempli parce que je l'envoie. Mais la N, c'est une variable qui peut être un tableau, qui peut être d'un type donné. Peut être une variable simple, peut être une structure, etc. Et bien sûr, le M et le N doivent être du même type. C'est-à-dire que si quelqu'un communique avec moi en m'envoyant et moi je reçois dans N, lui il m'envoie dans M, moi je reçois dans N, il faut que M et N doivent être du même type. D'accord? Et donc, la communication se fait par rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Désignation directe, ça on le voit. Rendez-vous veut dire quoi? Veut dire que c'est par exemple, il y a un processus qui envoie un message. D'accord? Qui m'envoie un message. Ce n'est pas un processus Q. Q, moi je m'appelle P, ou Q. Et il me dit, le Q dit, j'envoie le message à P. À P. Donc il va dire P, point d'exclamation, M. Moi je vais faire, on va faire comme ça, on va raisonner sur celui-là. D'accord? Alors P, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est P. P, il va envoyer un message à Q. D'accord? Et le Q, celui-là, Q, il va recevoir un message de P. Donc, pour que la communication ait lieu, il faut que les deux exécutent respectivement leur primitive, envoyer et recevoir en même temps. C'est-à-dire que par exemple, c'est le processus Q exécute, j'attends un message de P, message que je vais mettre dans N, et l'autre n'a pas encore exécuté, j'envoie un message à Q, message M, et bien il va rester bloqué. Il va rester bloqué. Inversement, si celui-là envoie un message, il exécute cette primitive-là, et celui-là n'a pas encore exécuté la réception, et bien celui-là qui envoie, il va se bloquer. Donc, jusqu'à ce que l'autre envoie, reçoit, donc il faut que les deux soient en même temps dans le deux primitives, exécutent le primitive pour qu'il y ait la réception. Et la réception, ça va être comme ça. L'équivalent, hein, c'est N reçoit M. Donc, elle doit être de même type. Voilà, c'est ce qu'on appelle la communication par rendez-vous. C'est-à-dire que je n'envoie pas et je pars. Non, j'envoie, mais s'il n'est pas en train d'attendre, eh ben, je ne peux pas lui envoyer. Il faut qu'il attende pour que je puisse l'envoyer parce qu'il va recevoir instantanément. OK? Là, on peut dire que le lien, il n'y a pas de lien. Hein? Le lien est de capacité zéro, c'est-à-dire que je lui donne main à main. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors maintenant, les structures de contrôle, on va voir parce qu'on va faire un travail après. Alors, il y a des instructions simples. X reçoit une expression. Ah, ça, c'est simple. Mais moi, je parle des structures de contrôle. Structure de contrôle, nous, on connaît la sélection, c'est alors sinon, on connaît la boucle, d'accord? Case, voilà, c'est un peu cela. Alors, dans 5 minutes, ça se coupe, on va se reconnecter après. Alors, la machine risque de chuter. Parfois, j'ai un problème de chute, donc elle s'arrête complètement, elle se réinitialise. انتم بظهركم بالك elle le fait, بالك elle le fait pas. Donc, إذا شفتوا راحت la connexion, أصبروا الله يخليكم le temps que ça prend 10 minutes, mais j'ai pas le choix, ما عندي من ديكم. Ok, je ne sais pas pourquoi. بالك elle sort, بالك ما, je ne sais pas. لا علينا. Donc, la structure de contrôle, elle est là. On l'appelle commande gardée de Dijkstra. Ça veut dire quoi ça? Elle est structurée de deux parties. Là, c'est un type. Ça, c'est un type de structure de contrôle. Ça a été défini par M. Dijkstra, il est très bien connu. D'ailleurs, c'est lui qui a défini les sémaphores hein, pour l'exclusion mutuelle. Il y a une garde et il y a une liste de commandes. Liste de commandes, c'est une liste d'instructions. Donc, on exécute ces instructions-là. Mais pourvu que la garde soit en des valides. Je vais le dire après. La garde, comment elle est structurée? C'est une suite de déclarations, bien sûr, c'est des variables, comme le C. Hein, donc, vous pouvez déclarer des variables locales, vous utilisez ici localement. Il y a principalement donc les expressions booléennes. Je peux avoir plusieurs expressions booléennes. Une, deux, trois, plusieurs. Et il y a les commandes d'entrée. Commande d'entrée, c'est ça. Là, on l'appelle une commande d'entrée, c'est-à-dire l'attente de réception d'un message. J'attends la réception d'un message. D'accord? Voilà. Donc, je peux avoir des expressions booléennes, je peux avoir des commandes d'entrée. Alors, comment
On exécute, quand est-ce qu'on exécute la liste de commandes? On n'exécute pas tout le temps. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire le raisonnement. La commande gardée, elle peut avoir trois résultats possibles, cette commande-là, la garde. Le résultat, quand on l'évalue, quand on fait l'évaluation, elle nous donne un des trois résultats suivants. Elle nous donne vrai, vrai ça veut dire valide, valide, c'est signification de valide. Elle peut nous donner la valeur faux et elle peut donner la valeur neutre, 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 comme le neutre, je suis neutre. OK? Bon, quand est-ce qu'elle nous donne telle ou telle ou telle valeur? On va expliquer. Alors, en supposant qu'il y a des conditions booléennes, si au moins une condition booléenne est vraie, c'est-à-dire j'ai évalué les conditions qu'il y a, je ne sais pas, il y a une, il y a deux, il y a trois, les conditions qu'il y a. Si je trouve au moins une condition booléenne qui est vraie, eh bien, la partie des expressions booléennes, on dit qu'elle est vraie. Toute la partie, même s'il y a plusieurs expressions booléennes et certaines sont fausses, on dit que cette partie-là est vraie. D'accord? Bien. La partie commande d'entrée. Imaginez que j'ai des conditions booléennes et j'ai une commande d'entrée, j'attends un message. Vous voyez, tout cela, après j'exécute. Qu'est-ce que je vais faire? La partie commande d'entrée, elle peut prendre, elle est vraie, elle prend la valeur vraie si l'émetteur est prêt à communiquer. Moi, j'attends, bien sûr, dans la garde, je dis, par exemple, comme ça. J'attends de P un message que je vais mettre dans N. J'attends un message N par habit de langage, ok? Bon. Celle-ci, quand elle est vraie, si l'émetteur qui va m'envoyer est prêt. Lui aussi, il est dans la primitive d'émission de message. Donc, on dit que cette commande-là, d'entrée, cette commande d'entrée, donc l'attente de message, est vraie. OK? Alors, elle est neutre s'il n'est pas prêt. D'accord? C'est-à-dire, moi, j'attends, hein, je veux évaluer cette carte-là, et que je suis là, j'attends un message. Mais celui qui devait m'envoyer le message, il n'a pas encore exécuté l'envoi de message. Donc là, on dit qu'elle est neutre. Elle est neutre. Et elle est fausse si l'émetteur est mort. C'est-à-dire le processus émetteur, il a terminé son exécution. Il a été arrêté par le système. Il est mort. Elle est fausse. OK? Donc ça, c'est la commande d'entrée. Vrai si l'émetteur est prêt. Neutre s'il n'est pas prêt. Et il est là, bien sûr. Et faux s'il est mort. OK? Si la garde contient les deux parties, donc là, j'ai évalué séparément. Séparément. D'accord? Les conditions booléennes, comment elles sont, la commande d'entrée. Maintenant, imaginez que la garde contient les deux parties. Contient des conditions booléennes et contient comment dirais-je, la commande d'entrée, les deux. Ça, si elle contient une des deux, vous voyez le résultat. Si elle contient que les conditions booléennes, voilà le résultat. Elle est vraie si au moins une expression booléenne est vraie. Elle est fausse si toutes les
avez j'ai des pas de problèmes? problème avec Webex, je sais pas pour les autres. Ok. Ah, c'est très bien. Alors, les autres, là, comme si vous avez problème avec Webex, il faut en parler, d'accord? Alors, je ne le sais pas, mais à la belle échelle. C'est à vous de me dire. OK. Mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se connectent. Donc, اليوم il y a 14 ولا 15 واحد. C'est normal, section فيها 55 واحد. ولا 40, 54 ou quelque chose comme ça. C'est pas logique. Oui, les gens ne se connectent pas, mais على باليش علاش. دوك راهم يضيعوا. مي ريفيزيو في وقت لا ريفيزيون. مي وقت القرايه il faut savoir oui, il faut pas régler un problème en créant un autre programme encore plus grave. Là, Alina, je continue. Donc, là, j'ai parlé quand la garde contient une des deux parties. Maintenant, elle peut contenir les deux parties. Quel sera le résultat? Très bien. Alors, si l'expression est booléenne est faux, est à faux, c'est-à-dire toutes les expressions booléennes sont faux. Là, la garde est à faux. On n'a pas, vous voyez, il faut que la condition, au moins une condition booléenne soit vraie, sinon on ne l'exécute pas. La garde est à faux, sinon il n'y a rien à faire. OK? Maintenant, si elle est vraie, l'expression booléenne est vraie, alors là, c'est bon, c'est une partie qui est réglée. La garde aura la valeur de la commande d'entrée. D'accord? Donc, tout dépend de la commande d'entrée. Si la commande d'entrée est vraie, elle aura vraie toute la garde. Si elle est neutre, elle aura la valeur neutre. Si elle est faux, elle aura la valeur. C'est facile. Donc, vraiment, on peut déduire le. Voilà. C'est-à-dire, il y a au moins une expression booléenne qui est vraie. D'accord? Si l'émetteur est prêt, eh ben, toute la garde, donc la partie arrière est vraie, vrai, ça donne vrai. OK? Voilà, bon, on a dit ça, on n'en parle plus. Ça y est, donc c'est cette partie-là qui commande maintenant. Si c'est vrai, alors tout est vrai. OK? Bien. Alors maintenant, la liste de commandes, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on exécute la liste de commandes. La liste de commandes est exécutée si la garde est vraie. Si la garde est vraie, on l'exécute. S'il n'y a que l'expression booléenne, elle est vraie. S'il n'y a que la partie, il faut que l'émetteur soit prêt. S'il y a les deux, il faut qu'une expression booléenne soit vraie et que l'émetteur est prêt. Là, on exécute la commande immédiatement. Maintenant, l'autre cas, aussi elle est un neutre. Elle est neutre dans quel cas? C'est une expression booléenne est vraie, mais la garde, l'émetteur n'est pas encore prêt. Il est là, il n'est pas mort, mais il n'est pas encore prêt. Alors, si elle est neutre, là, bien sûr, on exécute la liste de commandes, mais après la disponibilité de l'émetteur. C'est-à-dire qu'on doit l'attendre. On attend jusqu'à ce que l'émetteur soit prêt, sinon il y a une attente indéfinie. Hein, jusqu'à ce que l'émetteur, parce que la communication se fait par rendez-vous. Et l'exécution, comment elle va se faire? Parce qu'il y a une partie commande d'entrée, on doit tout d'abord recevoir le message. On reçoit dans la variable n qu'on a mis, hein, s'il n'y a pas plusieurs réceptions. Dans la variable n, et après cela, on exécute les instructions de la commande. Voilà comment ça se fait. Par exemple, ici, l'exemple, alors j'ai une condition booléenne, CPD supérieur à n, et j'attends un message du processus P. Supposez que la condition est vraie. Là, je vais mettre x soit x plus 1, mais après avoir reçu le message. C'est-à-dire, j'attends, CP est prêt pour m'envoyer le message maintenant. Ça y est, je reçois le message et j'exécute x soit x plus 1. S'il n'est pas prêt, je vais attendre jusqu'à ce que M. P m'envoie le message. Et à ce moment-là, je le reçois et j'exécute x soit x plus 1. Voilà, c'est facile. C'est les commandes gardées. Ça, vous en aurez besoin un jour ou l'autre. La commande alternative. La commande alternative, c'est comme un C, non, etc., des choses comme ça. C'est une combinaison de commandes gardées dont une seule est exécutée. On les écrit comme ça, de cette manière-là. Vous avez ce carré-là, comme ça. G1, ça c'est la commande gardée. G1 avec une commande d'instruction. G2 avec les instructions jusqu'à G1 avec les instructions. Comment l'exécuter? Tout d'abord, on va évaluer les gardes. La garde 1, la garde 2, la garde N. Alors, s'il y a au moins une garde qui est vraie, parmi ces gardes-là, hein, les N gardes, au moins une garde vraie, il peut y avoir une, il peut y avoir plusieurs, il peut y avoir personne. S'il y a plusieurs, on va choisir une au hasard, soit aléatoire. Une commande donnée,
et on exécute sa garde, tout simplement. On n'exécute pas toutes les commandes, on exécute une seule commande orientée. Une seule commande, CMD1 ou bien CMD2 ou bien CMD, etc. jusqu'à CMD1. Ouais, une seule qu'on exécute. Mais il faut qu'on choisisse tout d'abord sa garde. Donc, si on choisit une garde GI, parce qu'il y a plusieurs qui sont vraies, on a choisi aléatoirement celle-ci, parce qu'elle est vraie, et bien voilà, donc on exécute immédiatement. Maintenant, s'il n'y a aucune garde qui est vraie, mais par contre il y a des gardes neutres, la même chose, on choisit une seule qui est neutre, mais on attend la réception du message. D'accord? Voilà. Sinon, attendez, il y a les étapes. Sinon, il n'y a aucune garde qui est vraie, mais il y a certains qui sont neutres. On va patienter jusqu'à ce qu'il y ait au moins une ou deux, au moins une, qui devient vraie. Si on a plusieurs qui deviennent vraies, on va faire le même choix aléatoirement parmi celles qui sont vraies, après recevoir le message et on explique. Maintenant, si toutes les gardes sont à faux, eh bien, l'exécution se termine en erreur. C'est-à-dire qu'obligatoirement, on doit exécuter une parmi ceux-là. S'il n'y a aucune qui peut être exécutée, parce que toutes les gardes sont à faux, eh bien, c'est une erreur. La boucle, c'est en réalité la commande alternative qu'on exécute plusieurs fois. On exécute jusqu'à ce que, donc, exécute la commande alternative tant que c'est possible. Elle se termine lorsqu'aucune garde n'est valide. Si aucune garde n'est valide, on arrête. Ça veut dire neutre ou bien faux, on sort de la boucle. Ah, le but, c'est quoi? C'est de réaliser le modèle, un exemple de modèle du producteur-consommateur. On a un producteur, un consommateur. On va essayer d'utiliser le langage CSP, donc qui permet donc l'exécution parallèle des processus. On va en profiter. Il permet la communication entre processus par rendez-vous. On va en profiter aussi. Et voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire les deux processus, le producteur et le consommateur. Mais vous allez voir, on va ajouter dans cette solution-là, on aurait pu faire une autre solution, bien sûr. On va ajouter un troisième processus qu'on appelle le communicateur. Le communicateur va être un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. D'accord? C'est un intermédiaire entre les deux. Hein? Donc, le producteur lui envoie des articles. Autrement dit, le tampon, il est chez le communicateur. Hein? Voilà. Le communicateur a le tampon. Donc, le producteur envoie les articles au communicateur. Le consommateur, lui, il va recevoir les articles du communicateur, mais après avoir demandé. Voilà. C'est-à-dire que quand le consommateur veut un article, il va le demander au communicateur. Envoyez-moi, s'il vous plaît, un article s'il y a lieu. Et bien sûr, il va lui envoyer quand il y aura l'article. S'il y a maintenant, il va lui envoyer, sinon, quand il y aura un article. Et donc, tout cela, on va le programmer ici. Vous allez voir, essayez de me suivre. Voilà, le producteur, son texte est facile. Bien sûr, je n'ai pas mis la boucle parce qu'il est cyclique. Le consommateur, il est cyclique. Je n'ai pas mis la boucle. Le communicateur aussi. Ils sont tous cycliques. Alors là, j'ai juste mis l'essentiel, mais imaginez qu'ils sont cycliques. Répétez jusqu'à bout. Le communicateur, le producteur, quand il a un article pris, il a préparé auparavant, il va l'envoyer au communicateur. Je ne cherche pas à comprendre. Il va l'envoyer. Il est pris, je vous l'envoie. Communicateur, je vous envoie l'article. C'est une structure. C'est tout. Et il fait ça autant de fois qu'il veut. OK? Très bien. Le consommateur, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il veut un article, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va demander l'article au producteur, au communicateur. Alors, bien sûr, parce que c'est un intermédiaire, je vois communicateur. Le consommateur, il dit au communicateur encore, c'est-à-dire je veux un autre. Ça, c'est une variable qu'on va utiliser, mais elle va être sans valeur. Pas de valeur, on ne met pas de valeur à l'intérieur. OK? C'est juste un moyen de synchronisation, vous allez voir. C'est un message en réalité. D'accord? Il est vite, je ne vois rien dans encore. Je ne mets rien dans encore. C'est juste pour dire que, s'il vous plaît, envoyez-moi un article. Et qu'est-ce que je fais après? Juste après, j'attends l'article. J'attends des communicateurs parce que c'est lui l'intermédiaire. Je demande l'article et juste après, j'attends l'article. La communication se fait par rendez-vous, on va voir. Le communicateur maintenant, il est un peu, donc l'intelligence, toute l'intelligence est à ce niveau-là. OK? Le communicateur, il a un tampon de taille 100. Il va utiliser deux pointeurs
E1 et S0, qui sont initialisés à 0. Et il exécute une boucle. Cela aussi, il exécute une boucle. Je n'ai pas représenté seulement. Mais là, bon, je l'ai représenté clairement. Alors, le communicateur, il est là pour servir les deux. Le producteur peut lui envoyer un article. Donc, quand il envoie l'article, lui, s'il peut le déposer dans le tampon, il va le déposer. Donc, il le dépose si la condition, le tampon n'est pas plein. S'il est plein, la condition faux, donc j'attends. Je ne dépose pas, comprenez? Voilà. Donc, vous imaginez comme une garde ici qu'il est au producteur. J'attends du producteur. Quand je reçois un message du producteur et il y a de la place, je vais mettre dans le tampon. C'est un peu ça. En grosso modo, c'est ça, mais vous allez voir. Et je communique aussi avec le communicateur, avec le consommateur. Le consommateur, si je reçois un message encore, un message qui dit je veux un article, et il y a des articles, le tampon n'est pas plein, alors je vais lui envoyer un article. Donc voilà, la commande, elle est comme ça. Regardez. Donc il y a la réception de message, il y a une expression booléenne, et il y a ce que je vais faire, c'est l'envoi de message à ce consommateur. Parce que lui, il attend juste après. Voilà les dit de manière générale. Alors là, on va se poser donc notre tampon. Il est de taille 100. Et on a deux pointeurs, S0 et E1. D'accord? Comme on avait le tampon circulaire, souvenez-vous, le tampon circulaire dans le producteur consommateur. Mais là, il y a aussi un tampon, mais il est au niveau du communicateur. Il n'est pas chez le producteur, il n'est pas chez le consommateur, mais plutôt il est chez le communicateur. Les autres n'ont qu'à envoyer ou bien recevoir, c'est tout. Bien, on va voir comment ça fonctionne. Donc, on a deux pointeurs, un pour le dépôt dans le tampon et un pour le prélèvement. Donc, voilà. Le tampon est de taille 100. Alors, voilà ce que je vais faire pour le producteur. Si le producteur, j'attends un message du producteur, j'attends un message que je vais mettre dans le tampon directement ici. Je le mets dans le tampon. Bien sûr, quand je le reçois. Là, c'est juste une attente de réception. J'attends du producteur un message que je vais mettre dans le tampon à la place E1. E1, c'est ici. Et j'incrémente, bien sûr, E1. Donc, voilà, la commande gardée, finalement, c'est juste l'incrémentation de E1. Et là, je n'ai pas mis E1, reçoit E1 plus 1 modulo 100. D'accord? C'est-à-dire, pour moi, E1, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est pour cela que, là, ici, on a utilisé E1 modulo 100. Voilà. C'est-à-dire, je retiens le reste de la division par 100. OK, voilà. Donc, on peut utiliser le modulo, et puis là, on n'a pas besoin de mettre le modulo. D'accord? On le met là ou là. Mais la E1, elle ne fait que monter, que monter, que monter. Ça peut poser le problème, bien sûr, de l'overflow. Bon, pour le moment, on n'en parle pas. Bien, donc, j'attends un message à recevoir du producteur. Et quand je le reçois, bien sûr, j'exécute la commande, parce que maintenant, je ne fais qu'évaluer. D'accord? Bien sûr, je ne peux le recevoir que s'il y a de la place. E1 moins S0 est inférieur à 100. Ça, c'est la différence entre E1, parce que E1, il monte. Et S0, il le suit. Je prends un article, je suis. Je prends un article, je suis, je suis. Donc, s'il y a une différence entre les deux, le E1 est loin de S0, ça veut dire qu'il y a de la place, tout simplement. D'accord? Il y a de la place, mais attention, il faut que la différence ne soit inférieure à 100. Si 100 loin l'un de l'autre de 100, ça veut dire que le tampon est plein. Ça veut dire que E1 a dépassé de 100 le S0. Ça veut dire que tout le tampon est plein, parce que le tampon il est fixe. Il est fixe. Voilà. Donc, c'est ça le fait de dire que le tampon est plein. Donc, le tampon n'est pas plein. Si le tampon n'est pas plein et le producteur m'a envoyé quelque chose, alors dans ce cas, la condition est vraie. Et la commande d'entrée est prête parce que le producteur m'a envoyé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord recevoir le message que je vais mettre dans le tampon à la place E1. Et après, je vais exécuter la commande qui dit E1 reçoit E1. Voilà. Mais ça, c'est avec le producteur. Je fais la même chose avec le consommateur. Je comprends le consommateur. Si le consommateur me demande, s'il vous plaît, je veux un article. Si je reçois, quand je reçois. Mais pourvu que j'ai des articles, il faut que S0 ne rattrape pas E1.
parce que S0, c'est des articles que je prends. Je prends un article et je passe. Je prends un article et je passe. S'ils sont égaux, hein, ça veut dire que tout est vidé. Hein. Ça, c'est des articles qui sont pleins entre les deux. D'accord? Donc, si le S0 est égal à EN, ça veut dire que tout est vide. Donc, ce n'est pas vide si S0 est inférieur à 1. Bien sûr, S0 ne dépasse jamais 1. Ne dépasse jamais. Quand c'est égal, ça y est, ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est vide. Pardon. Donc, si S0 est inférieur à EN, cela veut dire que il y a des cases pleines et le consommateur me dit, s'il vous plaît, donnez-moi un article. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui envoyer l'article à l'adresse S0, pointée par S0. Je envoie au consommateur et j'incrémente S0. Et là aussi, il n'y a pas de modélo parce que je mets modélo ici. Voilà. Donc, vous remarquez bien que le communicateur, il est là à l'écoute et du producteur et des consommateurs. Donc, il boucle. La boucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sort jamais de la boucle. Parce que si le tampon n'est pas plein, il est vide. Vous êtes d'accord? Et il y a toujours quelque chose. Donc, si une condition est fausse, l'autre condition est vraie. Donc, on ne sort jamais de la boucle. Donc, il y a toujours du vrai. Voilà. Mais les deux conditions peuvent être vraies. Il y a des cases pleines et il y a des cases vides. C'est possible. Mais là, alors, moi, je suis à l'écoute des deux. Imaginez que le producteur m'a envoyé le consommateur un article et le consommateur m'a envoyé une demande d'article. Bon, je vais tout d'abord, avant d'exécuter les commandes, je vais évaluer cette garde-là et cette garde-là. D'accord? Imaginez qu'il y a de la place ici, il y a de la place ici. C'est-à-dire il y a des cases vides et il y a des cases pleines. Et les deux sont là. Bah, je vais choisir un aléatoirement. Donc ça c'est valide, ça c'est valide. Je vais choisir un. Je vais prendre un des deux. Et par exemple, je prends un producteur, je reçois et puis ça y est. La prochaine fois, parce que c'est une boucle, je reviendrai pour prendre le consommateur. Peut-être aussi le producteur, je ne sais pas, mais c'est aléatoire. Mais tôt ou tard, je vais prendre tous les deux. Mais si une condition est fausse, c'est-à-dire par exemple le tampon est plein, mais le producteur m'a envoyé. S'il ne m'a pas envoyé, bon, tant pis. D'accord? Bon, si la condition est fausse, ça c'est clair, mais même s'il m'envoie ou ne m'envoie pas, je n'exécute pas ceci. Et je vais voir ici. S'il est plein, ça veut dire qu'il y a des cases. Donc, si le consommateur n'a rien envoyé, eh ben, ça devient neutre. Donc, j'attends jusqu'à ce qu'il m'envoie. D'accord? S'il m'a envoyé une demande, eh ben, je vais l'exécuter en envoyer. Donc, les deux peuvent être valides. Une seule des deux peuvent être valides, ça peut être celle du producteur ou celle du consommateur, mais moi, j'exécute une seule à la fois. Et je reviens la prochaine fois, les retours pour l'autre. Donc, c'est un choix aléatoire, mais tôt ou tard, il y aura le choix de celle-ci. Et voilà. Donc, je suis à l'écoute des deux. OK? Et ça, c'est bien, justement, cette façon-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communication directe asymétrique. J'ai dit, imaginez que j'attends un message, je ne sais pas qui va me l'envoyer. Est-ce que c'est P1, est-ce que c'est P2? On peut régler ceci à travers la commande gardée. Là, j'attends de P1, là, j'attends de P2. D'accord? Il y a un qui va m'envoyer, donc sûrement il y aura une qui va être valide à un moment donné, les deux. Et je l'exécute, l'autre je ne l'exécute pas. Donc j'attends les deux en même temps. Mais si j'utilise la programmation classique, imaginez que je n'ai pas le symétrique, l'asymétrique, mais le ID. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre attendre de P1, un message, mon interrogation, attendre de P2? Et si P1 ne m'envoie pas, je me bloque indéfiniment. Kinderlex, la même chose. Si P2 ne m'envoie pas, je me bloque indéfiniment. Vous voyez, heureusement, c'était réglé avec le ID. Donc, je mets ID, puis celui qui m'envoie, il va être affecté à ID. S'il n'y avait pas ID, je me bloque. Ça ne marche pas. Je ne peux pas programmer. La programmation classique ne me permet pas de faire l'attente de messages de deux sources différentes, ou la 3 ou 4, etc. Donc, là, je peux programmer s'il y a plusieurs. D'accord? Et là, justement, les commandes gardées vous permettent de faire ça. J'attends de tout le monde. C'est comme les serveurs, comme un serveur. Hein? Je peux programmer le client et le serveur. OK? Bon, ça en général dans le système distribué, on le fait, pas centralisé, etc. Mais sachez bien qu'on peut le faire. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, j'avance, Shabab. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Le chapitre. J'espère. Ça va, ça va, ça va? السكوت علامة الفهم علامة الرضا. Ça va, alhamdoulilah. Aïe, très bien. Ah, très bien. On va continuer.
Bien. Donc, voilà, vous avez un acquis. Hein. Vous connaissez maintenant un peu CSP. Vous pouvez l'utiliser. Hein. D'accord? Il y a des compilateurs pour CSP. Et voilà, il fait de la programmation parallèle. Ça vous permet la communication entre processus, mais la communication est par rendez-vous, comme vous le voyez. Les boîtes aux lettres. Donc, ça, c'est la communication indirecte. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on peut communiquer soit de manière directe, soit de manière indirecte. Direct, ça veut dire que je désigne mon correspondant, je mets mon nom, son nom, dans les primitives d'émission et de réception. Indirect, là, son nom n'est pas nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire. Il y a quelqu'un entre les deux. Je communique avec ce quelqu'un. C'est quoi ce quelqu'un? Ce n'est pas forcément un être humain, autrement dit, un processus. C'est une structure. D'accord? Alors, les structures, un exemple de structure, c'est ce qu'on appelle les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres. Alors, une boîte aux lettres, c'est quoi une boîte aux lettres? C'est comme dans la vie courante. Une boîte aux lettres que vous avez au niveau de votre porte à l'entrée, ou bien que vous avez alloué au niveau de la poste. Avoir des boîtes aux lettres au niveau de la poste qui nous sont propres parce qu'on les a louées. OK? Donc, une boîte aux lettres, c'est quoi? Elle est vue comme étant un emplacement où sont déposés et prélevés les messages échangés. Donc, l'émetteur va envoyer dans la boîte aux lettres, le récepteur va prendre de la boîte aux lettres. Voilà la chose. OK? Bien. Donc, on entend cela que ceci, on est une boîte aux lettres, bien sûr, en informatique, on l'utilise donc pour la communication, donc c'est une zone. Hein? Voilà. Mais là, c'est une zone explicite. C'est pas comme tout à l'heure quand on a communiqué de manière directe, on a dit que j'ai besoin d'un lien. Mais le lien, c'est pas moi qui le gère. C'est le système d'exploitation. Je ne le vois pas. Je ne sais pas comment il est, ce lien-là, comment il est structuré, comment il est géré. C'est pas mon problème. Moi, j'envoie mon correspondant. Le correspondant reçoit de chez moi. Mais en réalité, derrière, il y a un lien. Il y a un endroit où sont stockés les messages. Mais je ne m'y intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Là, c'est explicite. Donc, je ne vais pas envoyer un correspondant, mais je vais envoyer un emplacement. Donc, cet emplacement, c'est une boîte aux lettres. C'est une structure où sont déposés temporairement les messages échangés. OK? Bien. Maintenant, cet endroit-là s'appelle une boîte aux lettres. Hein? Et comment est structurée une boîte aux lettres? Une boîte aux lettres, déjà, elle est connue par un nom unique. C'est normal. Deux processus peuvent communiquer par plusieurs boîtes aux lettres. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils communiquent par une boîte aux lettres s'ils peuvent communiquer. Là, c'est le minimum. Mais ils peuvent utiliser plusieurs boîtes aux lettres. Voyez, je vous envoie dans cette boîte aux lettres, je vous envoie dans l'autre boîte aux lettres, etc. Par exemple, j'ai des messages qui sont de type différent. Si je vous envoie dans cette boîte aux lettres, ça veut dire que c'est tel traitement qu'il faut faire. Si je vous envoie dans l'autre, c'est tel traitement. Voyez, donc ça, c'est à vous. Mais l'essentiel, que pour nous, il y a une boîte. Plusieurs processus peuvent communiquer par une même boîte aux lettres qu'on peut utiliser en émission et réception. N'importe qui peut envoyer dans la boîte aux lettres, n'importe qui peut recevoir de la boîte aux lettres. Les primitifs, les deux, j'envoie un message MES dans la boîte aux lettres B. Donc, je donne le nom de la boîte aux lettres. Je reçois un message de la boîte aux lettres B. On a deux types de boîtes aux lettres. Il y a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres privées. Là aussi, c'est connu dans la vie. Vous avez au niveau de la porte de votre maison une boîte aux lettres. Comment vous utilisez cette boîte aux lettres? Est-ce que vous pouvez envoyer des messages dans cette boîte aux lettres? Attendez, monsieur, vous savez, non. Non, non. La boîte aux lettres qui est fixée au niveau de la porte de votre maison, c'est pour recevoir les messages. Je prends les messages, les lettres qui m'ont été envoyées. C'est normal. C'est pour ça qu'on l'appelle privé. C'est comme un sémaphore privé. OK? Voilà, là aussi. Donc, boîte aux lettres privée veut dire que moi, elle est privée à un processus ou à un groupe de processus, mais ceux-là ne peuvent que recevoir de cette boîte. Les autres processus, communiquent avec ceux-là, ne peuvent que envoyer dans cette boîte parce qu'elle est privée. Voilà, c'est ça. Donc, elle est privée, donc elle appartient au processus, il utilise seulement en réception, les autres ne peuvent qu'envoyer. Elle est détruite quand le processus se termine automatiquement parce qu'elle est liée à lui. S'il n'existe pas, ça ne sert à rien de la laisser.
Alors maintenant, le processus, quand il crée un fils, eh ben, le processus fils hérite automatiquement de cette boîte aux lettres. Il peut l'utiliser. Lui aussi en réception, bien sûr. Alors, la boîte aux lettres privée peut être privée, mais elle est partagée entre plusieurs processus, c'est-à-dire un groupe de processus qui vont l'utiliser seulement en réception. D'accord? Bon, là, bien sûr, quand j'envoie un message dans cette boîte aux lettres, parce qu'elle est privée à plusieurs processus, là, je me pose la question, est-ce que n'importe qui peut recevoir ce message ou bien il faut que le message soit reçu par quelqu'un, mais pas un autre. Donc là, il faut donner un nom, un signe dans le message à l'intérieur qui dit que c'est destiné à tel, pas à tel. OK? Parce que tout le monde peut recevoir. OK, là, donc maintenant dans la réception, il faut trouver un moyen pour que chacun reçoive que les messages qui l'intéressent, qui sont destinés à lui. OK? La Alina, elle disparaît bien entendu comme tout à l'heure quand tous les processus terminent. C'est-à-dire s'il y a au moins un qui n'est pas terminé, donc il y a un compteur, le système entretient des compteurs, le nombre de processus pour lesquels la boîte aux lettres est privée. Si le compteur est supérieur à 0, la boîte aux lettres reste. Mais quand ça devient 0, c'est-à-dire que tous les processus sont tués, terminent, et bien la boîte aux lettres est détruite automatiquement par le système. Alors là, comme j'ai dit, il y a le conflit d'accès lors du partage. Donc là, on peut régler à travers un signe, mais aussi, par exemple, s'il y a plusieurs qui reçoivent, imaginez, hein, donc le conflit que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de signe, mais les messages que je reçois, n'importe qui peut les recevoir, ceux qui sont dans la boîte aux lettres. N'importe qui peut les recevoir. Qu'est-ce qui va se passer? Là, bien sûr, imaginez qu'il y a plusieurs processus qui ont exécuté recevoir, mais à un moment donné, il n'y a pas de message. Donc, ils sont bloqués. Alors, des fois, les bloquants. OK, c'est normal, comme la communication directe, c'est exactement la même chose. Mais dès qu'un message arrive dans la boîte aux lettres, qui va le recevoir? Qui va recevoir ce message? Bon, si on met l'exclusion mutuelle, ça veut dire le premier qui a exécuté recevoir, qui est en attente actuellement, qui va recevoir. Sinon, on peut faire un choix aléatoire, mais en général, c'est le premier cas qui est utilisé pour recevoir le message. Bien, ça, c'est le boîte aux lettres privée. Maintenant, je vais parler de boîte aux lettres publique. Voilà une boîte aux lettres publique. Publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas privée. Ça veut dire qu'un groupe de processus peut l'utiliser en réception et en émission. Le même processus peut émettre dans la boîte aux lettres, peut recevoir dans la boîte aux lettres. Pas de problème. De faire les deux opérations. OK? Donc, elle est publique. Donc, du moment qu'elle est publique, ça veut dire qu'elle n'appartient à personne. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'elle appartient au système d'exploitation. D'accord? Donc, c'est la propriété du système d'exploitation. Et là, on a besoin de créer une boîte aux lettres. Là, on la déclare, mais là, on doit la créer. Il faut une opération de création, une opération de distribution. OK? Bon, maintenant, imaginez que vous avez plusieurs processus qui communiquent par une boîte aux lettres qui est commune, publique. Alors, comment créer cette boîte aux lettres? Qui est-ce qui va la créer? Processus P1, P2, P1, qui va la créer? Bon, c'est une problématique, justement. Qui va la créer? Alors, c'est pour cela que la plupart des systèmes, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde va passer par ces processus-là. Tout le monde va passer par la primitive de création. Tout le monde, parce qu'il y a une primitive qui s'appelle création, en donnant bien sûr le même nom physique comme un fichier. Normal. Même nom physique. Okay? Tout le monde va lancer l'opération, va exécuter dans son texte l'opération création d'une boîte aux lettres B, la même boîte aux lettres. OK. Mais dans l'exécution, quand les processus s'exécutent, il y a un qui commence à s'exécuter avant les autres. Celui, bon, même si je ne sais pas pour celui qui commence à s'exécuter, mais il y a un qui commence en premier à exécuter, créer boîte aux lettres. Voilà ce qui m'intéresse. Celui-là, quand il appelle la primitive, eh bien, elle est créée effectivement parce qu'elle n'existait pas auparavant. Et on lui retourne le descripteur de la boîte aux lettres. Les autres qui vont appeler, parce que tout le monde doit passer par créer, d'accord, qui vont appeler la primitive de création, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la boîte aux lettres est créée, c'est le maintenant, le système va vérifier, il est déjà dans le système, parce que le premier l'a créé, donc il ne fait que retourner un descripteur. Et c'est un moyen de référencer la même boîte aux lettres, justement.
C'est bien. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui va commencer la création. Donc, un va la créer effectivement, celui qui exécute la première fois la primitive, mais les autres, quand ils vont appeler, ils vont récupérer que l'identifiant, bien le descripteur de la boîte aux lettres. Et donc, après, tout le monde peut lancer la communication. Voilà. Maintenant, la distriction. Bon, là aussi, il y a plusieurs choix. C'est une exploitation, il y a plusieurs manières de faire. La distriction peut se faire implicitement. C'est-à-dire que le système dit aux gens, bon, c'est pas la peine de la détruire, moi je vais la détruire. Quand est-ce qu'il va la détruire? C'est quand il n'y a aucun processus qui fait référence à cette boîte aux lettres. Comment il va le savoir? Déjà, comment il va savoir qu'il y a des processus qui font référence? Parce que tout s'il passe par la création. D'accord? Il passe par la création. Donc il va les compter. Tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur, ils sont 5. OK. Mais quand il termine un par un, quand il termine, ah, monsieur-là, il termine, voilà, je vais voir quelles sont les boîtes aux lettres qu'il a utilisées. Tel, ah, cette boîte aux lettres-là, je vais mettre moins 1. Donc, quand tout le monde se termine, le dernier se termine, qui fait référence à cette boîte aux lettres, bah, il va la fermer automatiquement. OK? Maintenant, le système dit, bon, moi, je vous donne la possibilité de la détruire. Si vous ne la détruisez pas, moi, je vais la détruire plus tard. Donc, il n'agit pas à la carte comme ça. Comment ça va fonctionner? Il y a plusieurs manières. Alors, une autre manière, c'est quoi? C'est que, imaginez que les processus sont disciplinés. Chacun, quand il termine, il va mettre détruire, 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 détruire. Le système ne va la détruire que si le dernier termine, exécute primitive détruire. À ce moment-là, il va la détruire. D'accord? Maintenant, s'il y a certains qui ne vont pas détruire la boîte aux lettres. Donc, la boîte aux lettres va rester dans le système. Elle reste dans le système. Ah. Mais le système, il peut décider, dit, bon, moi, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle le ramasse-muette, c'est un programme qui s'exécute en arrière-plan quand la machine est disponible. Qu'est-ce qu'il fait ce ramasse-muette? Il va de temps en temps s'exécuter et voir tous les objets du système qui sont délaissés, sans référence. Il va vérifier, par exemple, pour cette boîte aux lettres-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui utilisent cette boîte aux lettres? S'il voit qu'il y a des gens, il va la laisser. S'il voit qu'il n'y a personne qui fait référence à cette boîte aux lettres, parce qu'il a aussi des structures pour savoir si on a ou il n'y en a pas, ceux qui font référence à cette boîte aux lettres, alors là, il va la détruire, tout simplement. Il va la détruire. OK? Donc, il y a plusieurs manières. Mais sachez bien que ce que vous allez faire, enfin, vous n'allez pas faire cette année les boîtes aux lettres, cette année, vous allez faire les pipes. Sous Unix, quand on détruit, elle est détruite en réalité. Donc, il n'y a pas de compteur pour dire que je suis le dernier. OK, donc faire attention à la destruction de la boîte aux lettres. OK. La capacité du lien de communication, un lien peut être vu comme une file de messages attachée, comme j'ai dit. D'accord? De manière générale. Là, je reviens à la communication par échange de messages de manière générale. OK? Quand il y a un lien entre deux processus, ce lien-là, il va contenir des messages temporellement. Il a une capacité. D'accord? Alors, 3 manières d'avoir la capacité. Elle peut être 0. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand j'envoie un message à un processus, il n'y a pas où le stocker temporairement. Et là, la capacité est nulle. Et finalement, on parle de communication par rendez-vous. Pas de message en attente. C'est la communication par rendez-vous, bien la communication synchrone. On appelle aussi communication synchrone. Qu'on a vu tout à l'heure. Parce que quand j'envoie le message, il n'y a pas où le stocker. Le système dit, attendez, moi, je n'ai pas où le mettre. Il faut que votre collègue reçoive le message pour qu'il y ait la communication. Vous le donnez maintenant. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en CSP. Capacité limitée, là, le lien est de capacité 1, c'est-à-dire qu'il peut prendre un message à l'instant T. Donc, moi, j'envoie, mais si le lien est rempli, il n'y a personne qui reçoit de l'autre côté, eh bien, je me bloque tout simplement. OK? Donc, la primitive envoyée peut être bloquée. Hein? Pas dans tous les cas, si le lien est rempli, bien sûr. Et cela sous-entend, j'ai oublié de le dire au départ, un message, quand on le reçoit, on ne peut pas le recevoir une deuxième fois. Il est consommé, classe, comme le producteur consommable. Voilà ce que je veux. Capacité illimitée, là, bien sûr, ce lien de communication
peut recevoir un nombre illimité de messages stockés temporairement. Donc, ce qui veut dire que l'émetteur ne se bloque jamais d'envoyer. Il est tranquille. Quand il envoie, il sait qu'il ne se bloque pas parce qu'il y a toujours de l'espace pour mettre des messages. Voilà. C'est la communication complètement asynchrone. Donc, capacité limitée, elle peut être synchrone, elle peut être, en quelque sorte, bon, je vais aller entre les deux, ni synchrone ni asynchrone. D'accord? Je me bloque quand le lien est rempli. Mais là, je me bloque jamais. OK? Voilà. Alors maintenant, quand on communique par échange de messages, il y a ce qu'on appelle les aléas de communication. Ça existe souvent dans les systèmes distribués, dans les systèmes centralisés, il n'y a pas vraiment de ces problèmes-là. Donc, si le message, j'envoie un message, il est mal reçu, ou il n'est pas reçu de l'autre côté, bon, et moi je ne peux pas le savoir. Donc là, il faut qu'il y ait un protocole entre moi et mon correspondant pour savoir qu'il a reçu correctement ou non. Moi, j'envoie un message à Q. Q attend de moi, moi je m'appelle P, un message. Bon, je ne sais pas s'il a reçu correctement le message quand je lui ai envoyé le message. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'on peut se dire, monsieur Q, quand vous recevez le message correctement, envoyez-moi un acquittement. Quand j'envoie un message à Q, j'attends juste un autre message qui est, si le message c'est le message est l'acquittement positif, alors je dis c'est bon. Voilà, j'ai donné une forme très très simple, d'accord, mais c'est plus compliqué que ça. Okay. Là, pour dire qu'il y a un protocole entre les deux pour s'assurer que le message est reçu correctement. Le système de message est plus convenable dans les systèmes distribués. D'accord? Parce que là, il y a des vrais liens de communication, donc on passe par les fils, d'accord? Donc de communication, des câbles, d'accord? Câble Ethernet, on peut passer par la fibre optique, on peut passer par le hertzien, c'est-à-dire communication sans fil. Donc, il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser, plusieurs moyens, plusieurs médiums de communication. Voilà. En centralisé, malgré qu'on utilise la communication par échange de messages, bien sûr, ces messages-là sont stockés dans la mémoire partagée. Et en général, il n'y a pas d'erreur dans ce cas-là. Donc, on n'a pas à parler de protocole pour cela. Mais en distribué, parce que les liens sont physiques, et là, il y a des problèmes de communication. Donc, il faut tout un protocole si on veut recevoir correctement le message. Donc, ça, c'est les aléas qu'on peut avoir, les problèmes. Un processus peut terminer, je communique avec lui alors que lui, il est terminé. Le message est perdu en cours de route. Le message est modifié, l'altération. Le message est dupliqué, doublé. J'envoie un message, je vais recevoir 3 messages, le même. Le déséquencement, c'est-à-dire que j'envoie 2 messages de suite à la même destination, les messages vont arriver peut-être dans le même ordre, mais peuvent arriver dans un ordre différent. C'est ce qu'on appelle le déséquencement. Et là, c'est des aléas. Et il y en a d'autres, il y a d'autres propriétés, d'accord? Voilà. Mais c'est en système distribué qu'on parle de tout cela. Donc voilà, donc je termine ce chapitre-là. Ce chapitre, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là? هل من سؤال يا شباب؟ Vous avez tout compris? Ça va? Bon. On va continuer. On va continuer. Donc, c'est le prochain chapitre. Je vous ai envoyé le chapitre? Je pense que c'est oui. Vous l'avez le chapitre. Chapitre 4. Je pense que vous l'avez. Oui. Oui. Il me semble. C'est le chapitre 4. Oui. Voilà. OK, c'est très bien. On va commencer le chapitre 4. Donc, on a terminé le chapitre 3. On a parlé de la communication par partage. Il y a 2 modes, communication par partage de variables. On avait le modèle du producteur-consommateur. Il y avait un producteur et un consommateur, plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. On peut avoir un producteur, plusieurs consommateurs. On peut avoir plusieurs producteurs, un consommateur qui partage toujours un seul tampon. Mais aussi, il y a d'autres façons de communiquer. On va voir dans la série d'exercices comment communiquer avec de nouvelles contraintes,
Par exemple, deux producteurs, un producteur et un consommateur peuvent communiquer par plus d'un tampon, plusieurs tampons en même temps. On peut créer des priorités sur les tampons. Donc, il y a pas mal de contenu qu'on peut avoir dans voilà. Si vous connaissez la base, le reste, vous pouvez trouver des solutions. Donc, c'était le premier mode de communication. On a vu le deuxième mode de communication qui est l'échange de messages. L'échange de messages, donc par désignation directe, comme on a vu, symétrique, asymétrique. On avait la désignation indirecte. Donc, on a donné un exemple typique de communication qui est celui de l'utilisation des boîtes aux lettres. OK? Les boîtes aux lettres sous Unix, on les appelle les fils de messages. Sous Unix, on les appelle les fils de messages. Et il y a aussi un moyen de communication de manière indirecte, c'est l'utilisation des pipes, des tubes. C'est un moyen de communication indirect. On peut communiquer par fichier aussi. C'est un moyen de communication indirect. On peut communiquer par socket. C'est un moyen de communication indirect. Donc, tout cela, c'est des exemples réels qu'on utilise. Mais nous, en théorie, je vous ai donné les boîtes aux lettres qui donnent une idée sur les autres aussi. Mais en réalité, chaque type de système de message a ses façons de faire. Tout ça. OK, voilà. Voilà, Hébert. Alors, on va passer maintenant au chapitre 4. Je souffle un petit peu. Le chapitre 4, c'est, on revient à la synchronisation. On a vu la communication, on ne va pas y revenir, mais maintenant, on a vu aussi la synchronisation par sémaphore et par événement aussi. D'accord? Maintenant, on va revenir à la communication, à la synchronisation, mais on va utiliser un autre moyen, ou bien deux autres outils. On va voir deux autres outils. J'espère que le premier, on va le voir, le second, je ne sais pas, tout dépend du temps. OK? On commence par ce qu'on appelle les moniteurs. Alors, avant d'arriver au moniteur, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Je vais parler un petit peu des sémaphores, pour comparer un petit peu. Les sémaphores, ils sont qualifiés d'outils de synchronisation de bas niveau. De bas niveau. Ça veut dire quoi de bas niveau? Ça veut dire que quand j'ai créé une solution qui utilise les sémaphores, c'est une solution, ou du moins la synchronisation avec les sémaphores, elle est loin de l'expression de l'être humain. C'est comme le langage machine, le langage assembleur, les langages intermédiaires et les langages évolués. C'est un peu ça. D'accord? Là, les sémaphores sont qualifiés d'outils de synchronisation de bas niveau, c'est-à-dire qu'il est loin de l'expression de l'être humain. Donc, du moment qu'il est loin, ça veut dire que je peux me tromper facilement quand j'établis des solutions à base de sémaphores. Je peux avoir des problèmes faciles en correction de la solution. Alors, c'est pour cela, et d'ailleurs, c'est le cas justement. Quand la solution est compliquée, la synchronisation est vraiment compliquée, on fait souvent des erreurs. Alors, c'est pour cela que les constructeurs ont pensé à des outils de synchronisation qui se rapprochent un peu de l'expression de l'être humain, proche de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme outil? Les monnaies. Ils les ont appelés les monnaies. Mais comment ils sont faits? L'avantage, justement, bon, je ne vais pas parler de l'avantage des outils de haut niveau, mais je vais parler, malgré que les sémaphores sont de bas niveau, ils ont quand même un avantage. C'est qu'ils sont universels. Universel veut dire quoi? Veut dire n'importe quel problème de synchronisation qui a une solution, qui a admis une solution, les sémaphores peuvent l'exprimer. Voilà ça. Il est universel. Ça veut dire tout problème qui a une solution, je peux l'écrire en sémaphore. Ils sont flexibles, ça veut dire que flexible, c'est pas rigide, c'est-à-dire que je peux manier d'une manière ou d'une autre facilement. C'est pas rigide comme les événements. Oui, les événements sont très rigides. Ah, vous avez vu l'exemple. Très bien. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, parce qu'ils sont de bas niveau, il y a des difficultés quant à l'utilisation. Il y a un problème d'incohérence, d'incorrection, problème d'interblocage, de famine. Voilà, donc les problèmes.
Alors, pardon. C'est pour cela qu'on a pensé aux outils de synchronisation de haut niveau, tels que les moniteurs, les régions critiques, les mots de synchronisation. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres, il y a d'autres. Mais nous, on va voir qu'au maximum, c'est deux. Je vais commencer par les moniteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un moniteur? Bon, je vais m'intéresser tout d'abord à ce qu'on appelle les moniteurs classiques. Quand je dis moniteur tout court, ça veut dire le moniteur classique. OK? Moniteur classique. Donc, voilà les années où ils ont été déclinés. Alors, on a vu dans le chapitre précédent la communication avec le modèle lecteur-rédacteur. Souvenez-vous. Modèle lecteur-rédacteur. Souvenez-vous. Dans les solutions qu'on a établies, on a utilisé les sémaphores, c'est vrai, mais on a utilisé aussi les variables que j'appelle des variables de synchronisation. Par exemple, NL. NL, c'est le nombre de lecteurs. Souvenez-vous, les deux solutions, on a parlé de ça. Je vous ai donné même une solution explicite, là où il y a une variable écriture, il y a une variable le nombre de rédacteurs en attente, etc. Donc, il y a un certain nombre de variables de synchronisation. Mais pour les utiliser correctement à l'aide des sémaphores, on était obligé de protéger les variables de synchronisation. Donc, on utilise des mutex, hein? Donc des sémaphores d'exclusion mutuelle. Et tout, souvenez-vous? Oui, on a utilisé ça. Alors, justement, les gens qui ont conçu le moniteur se sont dit, voilà, on va essayer de décharger l'utilisateur parce qu'il va être amené à utiliser des variables de synchronisation comme NL, comme écriture, comme etc. Eh bien, nous, on va prendre en charge la protection de ces variables de manière automatique. Automatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas à se soucier de la protection
Je continue. Donc, comme j'ai dit, les moniteurs disent à l'utilisateur, je vais prendre en charge la protection des variables de synchronisation de manière automatique. Comment est constitué le moniteur? C'est quoi un moniteur, justement? Un moniteur, on peut le voir comme étant un module. C'est un module, ou dans une bibliothèque, un module. Moi, je suis un processus. Vous êtes un processus, l'autre, c'est un processus. Ce qu'on a en commun, c'est un module qu'on appelle moniteur. Il est écrit, hein, c'est un texte, on peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser. OK? Le moniteur a un nom, le nom du moniteur. Il a un début, il a une fin. Alors, le moniteur, je peux le voir comme étant comme je dis, un module constitué d'un certain nombre de variables. Ces variables-là, qu'on déclare à l'intérieur, sont qualifiées de variables de synchronisation. Comme le NL, écriture, NRA, donc pour les rédacteurs, etc. C'est des variables de synchronisation. On les met à l'intérieur du moniteur. OK? Et on a des procédures. Alors, il y a les procédures internes. Bon, là, oubliez-les pour le moment, c'est rien du tout. Les procédures externes, justement, ce qu'on appelle des entrées. Donc, ici, on doit déclarer les procédures internes, on doit déclarer un certain nombre de procédures que j'appelle procédures externes. Externes. Elles sont précédées par le mot-clé entrée. Entrée pour dire externe. Ça veut dire quoi? Ces procédures-là du moniteur peuvent être appelées par chaque processus. Un processus donné, s'il veut se synchroniser avec les autres avec un même moniteur, donc il sera amené à utiliser quelques-unes de ces primitives. Il peut appeler celle qu'il veut. Tout dépend de la sémantique de ce qu'il veut faire. OK? Donc, les procédures-là, ces procédures-là externes, elles sont appelées par un processus qui est là de l'application qui veut se synchroniser avec le moniteur. Donc, comment il peut l'appeler? Il va donner le nom du moniteur, l'appeler comme ça, nom du moniteur, point, le nom de la procédure avec les paramètres qu'il donne, paramètres définis. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Mais alors, on n'a pas encore terminé. Je suis en train de parler juste de la structure. Mais comment on utilise ça, c'est autre chose. Comment on utilise? Une première chose, c'est que j'appelle une procédure du moniteur. OK. Et on a aussi une partie qu'on appelle l'initialisation. Donc, le moniteur, il a ses propres variables chez lui, qui sont déclarées. On les initialise. Quand on lance, avant de lancer les processus pour s'exécuter, on va lancer tout d'abord les instructions, ceux-là, ou bien l'initialisation pour initialiser des variables du moniteur. Et puis c'est bon, on lance les processus et ils peuvent appeler à tout moment les procédures du moniteur. Alors, une procédure, une entrée, elle peut utiliser à l'intérieur une procédure interne, il n'y a pas de problème. Mais les procédures internes ne peuvent pas être appelées par les processus, c'est tout. Ils ne peuvent appeler que les procédures externes, ok, les entrées. La règle, justement. Un processus, la règle, c'est qu'il y a un accès exclusif au moniteur. Quand un processus veut exécuter une entrée du moniteur, une procédure externe du moniteur, il ne faut pas qu'il y ait un autre qui est en train d'exécuter n'importe quelle procédure du moniteur externe. Donc, il y a un seul qui exécute. Il y a une exclusion mutuelle au niveau des entrées. Donc, le moniteur, je peux le voir comme étant une clôture, hein, un champ avec une clôture. Hein, un champ avec une clôture. Un processus qui est en train d'exécuter une entrée du moniteur, une procédure externe du moniteur. Alors, schématiquement ou bien symboliquement, on dit qu'il est à l'intérieur du moniteur. Il est à l'intérieur du moniteur. À l'intérieur du moniteur. D'accord? Et si un autre processus pendant qu'un est à l'intérieur du moniteur veut exécuter un procédure du moniteur, il ne peut pas le faire. Il va se bloquer à l'extérieur du moniteur. Donc, il y a un seul qui accède au moniteur. Voilà la règle. Donc, du moment qu'il y a un seul qui exécute une procédure du moniteur, donc il est le seul à manipuler les variables de synchronisation. Donc, il y a protection automatique. Vous voyez la règle, comment elle est faite? Automatiquement, les variables sont protégées. Parce que le système, nous on ne le voit pas, mais le système le fait. Moi, je ne fais que appeler. Mais le système vérifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exécuter une procédure du moniteur, quel que soit son nom? Même nom, nom différent, peu importe.
S'il y a quelqu'un, eh bien, il me bloque jusqu'à ce que lui il termine. Il y a un seul, donc il y a une exclusion mutuelle. Donc, automatiquement, les variables sont exclusives. Voilà, schématiquement, on peut le voir comme ça. À l'intérieur des moniteurs, on a les procédures internes, on a les variables de synchronisation, et les entrées, bien les procédures externes, on les met dans la frontière. On accède au moniteur à travers la frontière pour exécuter une des procédures. Quand j'exécute une des procédures, je rentre au moniteur. Donc, le fait d'exécuter une procédure, parce que ces procédures-là travaillent sur les variables du moniteur, c'est normal. Et les paramètres aussi, que je passe. Eh bien, je suis seul. Donc, il n'y a que moi qui travaille sur les variables à l'instant T. Donc, il y a une protection automatique. Voilà, Shabab. Alors, maintenant, un processus qui accède au moniteur pour exécuter une procédure. Bon, jusque-là, je n'ai rien dit. J'ai dit, s'il est admis, il se bloque s'il n'est pas admis. En attendant que l'autre sorte, il est admis, il n'y a pas de problème, c'est un attente temporaire. Mais s'il est admis, il exécute des instructions, quand il termine, il va partir. Mais nous, quand on parle de la synchronisation, on parle du blocage et du réveil. D'accord, on bloque un processus, on réveille. Mais là, il n'y a pas. Le seul blocage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exécuter. Mais c'est pas que je me suis bloqué parce que, si je parle de lecteur-rédacteur, parce qu'il y a un rédacteur, alors moi je suis lecteur, je ne peux pas passer. Non, il n'y a pas de tout cela. Donc tout cela, ça n'a pas été dit jusqu'à présent. Alors justement, pour permettre le blocage et le réveil des processus, on définit ce qu'on appelle des conditions. Donc ça, c'est la simple. Des conditions. C'est quoi une condition? C'est des variables qu'on déclare à l'intérieur des moniteurs, à l'intérieur, qui représentent une condition ou bien une raison de blocage. Par exemple, je vais dire C1, C2, C3 ou bien C1 seulement, ou bien C, deux points, condition. Alors, si je veux me bloquer, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne peux pas continuer, je ne peux pas faire un travail, je vais dire, donc il y a des primitives justement, wait, signal et empty. Donc wait, c'est pour se bloquer sur la condition. Signal pour réveiller quelqu'un qui est bloqué sur la condition. Et empty, c'est pour vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un en attente dans la condition. OK? Voilà. Donc la synchronisation, en réalité en termes de blocage et de réveil, est réalisée principalement par ces deux primitives wait et signal, qu'on exécute à l'intérieur. Si je déclare par exemple une condition C ici, dans la procédure, celle-ci avec le nom 1 à l'intérieur, je peux mettre C.wait. J'exécute des instructions. Quand j'arrive à C.wait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me bloquer. Je me bloque automatiquement. C'est un blocage inconditionnel. Je termine cette idée-là et on finit. D'accord? Voilà, les conditions sont aussi dans la frontière. Et à chaque condition, comme les sémaphores, on associe une file d'attente. C'est des processus qui sont bloqués. Et quand ils sont bloqués, ils sont sortis du moniteur. Ils sont considérés comme étant sortis du moniteur. Pourquoi? Parce que pour laisser quelqu'un d'autre rentrer dans le moniteur. Sinon, on ne pourra pas rentrer s'il y a quelqu'un. D'accord? Donc, quand moi j'exécute C.wait, automatiquement on me bloque, mais on me fait sortir conceptuellement du moniteur. C'est-à-dire, on laisse quelqu'un d'autre rentrer. Voilà ce que ça veut dire. OK? Alors, je vais m'intéresser maintenant à ces deux primitives-là, C.wait et C.signal. Voilà. C.wait permet de bloquer le processus sur la file associée à C de manière FIFO, mais on considère le processus comme étant sorti du moniteur, comme je viens de le dire. Parce que pour laisser d'autres rentrer, c'est normal. C.signal, cette primitive-là permet de réveiller un processus qui est bloqué sur C.wait. Imaginez que vous avez une primitive. D'accord? Une primitive du moniteur, une entrée. Et à l'intérieur de l'entrée, moi je suis P, j'exécute et je vais mettre C.wait. Bon, le système va me bloquer parce que j'ai voulu me bloquer. Sur la condition C. Bien sûr, quelqu'un d'autre il peut se bloquer sur la condition C'. Chacun il a une raison de blocage, peu importe. Mais qu'il y a l'application, c'est à nous de définir cela, comme on veut. OK, mais moi je me bloque sur C parce que je veux comme ça. Je me bloque sur C. OK. Et donc je suis sorti du moniteur, je suis dans la file associée à C. La file est gérée de manière FIFO. Si on a d'autres, je suis le dernier. Si je suis le premier, bon, je vais être le premier. OK. Quelqu'un maintenant, il a accédé au moniteur, il a exécuté une procédure externe du moniteur et à un moment donné, il a mis C signal. Ah, C signal.
Ces signaux vérifient tout d'abord est-ce qu'il y a quelqu'un de bloqué sur wait, sur C wait, c'est la même condition. Pas une autre, la même, C. S'il y a quelqu'un de bloqué, il va être réveillé. D'accord? S'il n'y a pas quelqu'un bloqué, eh ben, c'est comme si je ne l'ai pas exécuté. Elle va être sans effet. Je vais terminer après, donc je continue les instructions qu'il y a. Mais quand je réveille quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Quand je le réveille, lui, il continue après le wait. Et moi, je continue après le signal. Eh ben, on va se retrouver tous les deux à l'intérieur du moniteur. Et ça, c'est dangereux. Alors, les gens, justement, se sont dit, il faut trouver une solution. Qu'est-ce que la solution qu'ils ont trouvée? C'est que le monsieur qui réveille, on le bloque temporairement. Il attend temporairement dans la primitive C signal. Le temps que l'autre qui est réveillé, soit se bloque une autre fois, soit sort du moniteur. Voilà. On l'attend jusqu'à ce qu'il se bloque une autre fois. S'il veut se bloquer une autre fois, c'est une autre condition, ou bien la même, peu importe, c'est son problème. Ou bien il sort du moniteur, il termine. Hein. Dans ce cas-là, le processus qui est bloqué ici temporairement, il va être réveillé pour continuer. D'accord? Voilà ce qui va se passer. Donc, réveille un processus bloqué sur F2C et attend temporairement le temps que le processus réveillé soit termine l'exécution de l'entrée, soit se bloque une autre fois sur un wait. Elle est sans effet, c'est F2C et vite, comme j'ai dit tout à l'heure. Je termine avec ceci, et puis bon, la semaine prochaine, on reprend. Donc, il y a la primitive CMP. Là, c'est une fonction en réalité, ce n'est pas une procédure comme cela. Elle retourne vrai si la file F2C est vide. Empty, ça veut dire vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bloqué sur la file, un processus bloqué sur la file de C? S'il y a quelqu'un, elle va retourner vrai. S'il n'y a pas, elle va retourner faux. On l'utilise s'il y a pour l'opportunité de vérifier, de bloquer, parce qu'il y a des cas où, par exemple, je veux faire, si personne n'est bloqué dans la file, je vais aller faire autre chose. S'il y a quelqu'un de bloqué, je vais les réveiller, il va faire quelque chose. S'il n'y a personne de bloqué, je vais faire autre chose. Voilà, c'est-à-dire j'ai autre chose à faire dans le cas où il n'y a personne de bloqué. On peut être dans une situation comme ça, et donc on a besoin de cette primitive-là. Voilà, je termine à ce niveau-là. Et je vous libère pendant 10 minutes, d'accord? Allez, 40, 50 exactement, on va reprendre, Inch'Allah, pour faire le TD. OK? Voilà. Donc, vous pouvez rester connecté. Si ça se déconnecte, je vais me reconnecter. Incitez votre collègue, s'il vous plaît, à participer au TD. C'est important. Il ne faut pas qu'il perde. Vous voyez? Voilà, monsieur délégué. Incitez vos collègues. Voilà, donc je vous revois, Inch'Allah, dans 10 minutes. OK, Shabab, restez connectés. Et à tout à l'heure. Vous m'entendez, Yahya, comme tu m'entendez? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans 10 minutes, je reprends la connexion, Inch'Allah.